D'accord. Je m'appelle donc Grand Mamadou Salam. Je suis expert en entrepreneuriat, consultant en business development, avec un focus sur tout ce qui est finance digitale, inclusion financière. J'ai d'abord travaillé dans le programme Yali Afrique de l'Ouest au sein de l'incubateur Synapse, dans le volet communication et business development pendant un an, avant de rejoindre CETIC Dakar, qui est le premier incubateur d'entreprises TIC, pour coordonner un programme sur la fintech, la e-santé et le e-tourisme, tout ce qui est accompagnement d'entrepreneurs, formation, levée de fonds, mise en relation événementielle, avant d'aller coordonner les deux incubateurs du groupe ISM. Et aujourd'hui, je suis dans la consultance. J'ai notamment travaillé pour les Nations Unies, Organisation internationale des migrations en Guinée et des missions au Mali. Et je suis beaucoup en contact avec les entrepreneurs au sein des universités, des incubateurs. Et c'est un plaisir de rejoindre ce panel, d'autant plus qu'il y a des gens que je suis depuis un certain moment et que j'ai aujourd'hui l'occasion de pouvoir les écouter et échanger avec eux, notamment Yacine. Je remercie Eric pour ses mots d'ouverture. Je remercie Gorgui et mon homonyme Biran Diouf pour m'avoir associé. Vous êtes mes anciens à UGB, tout comme Ousseinou Gueye, qui est un ami que je retrouve ici. Je pense que cette activité est la bienvenue. Notamment, nous sommes appelés à réfléchir sur un thème extrêmement important sur la reconversion des entreprises en période de Covid. Je pense que cette pandémie est une opportunité de reconversion et ici, ce sont les capacités d'adaptation qui sont testées. Je voudrais par rapport au thème, Eric a tout de suite parlé de créer une synergie des acteurs, des énergies. Je pense que notre session d'aujourd'hui rentre dans ce cadre-là. Nous voulons réunir de brillants esprits pour qu'ils puissent donner leurs avis sur cette thématique-là et orienter des entrepreneurs. Donc, je vous félicite pour cette initiative, cette foire digitale qui est extrêmement importante à mon avis. Je pense que une période de crise, c'est une période difficile pour l'ensemble de nos entreprises qui doivent survivre pour pouvoir se déployer, exister et aller de l'avant. Si elles ne le font pas, elles meurent parce que nous sommes dans le temps de l'innovation, dans le temps du digital, du numérique, de la technologie. Les entreprises doivent être en mesure de se redéployer pour pouvoir se développer, aller de l'avant, surtout en période de crise. Maintenant, comment se redéployer, c'est quelque chose que nous voyons quand nous observons l'écosystème entrepreneurial et même au niveau des grandes entreprises. On sait tous qu'il y a des secteurs majeurs qui ont été touchés par la crise, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, transport. Nous avons vu que dans le transport aérien de grandes entreprises, notamment au niveau de la France, Airbus ont réduit leurs effectifs de manière drastique et cela a eu des conséquences. Je pense que nous, Africains, nous avons été partiellement épargnés par cette crise-là. Nous avons notamment eu au niveau macroéconomique des avantages en termes de le fait que la dette du Sénégal au niveau international soit mise en moratoire. Donc, au niveau macroéconomique, c'est quelque chose de bien qu'on a eu. Maintenant, au niveau des entreprises, nous avons vu des stratégies de reconversion. Il y a eu des entreprises qui ont profité de cela, notamment ceux qui sont dans le secteur de la livraison. Nous avons vu la DER accompagner des entreprises comme Yobonde Express. Au moment du confinement, il y a eu un financement qui a été injecté dans ces entreprises-là pour leur permettre de faire de la livraison de pain à domicile. Ça, c'est un exemple typique, concret de reconversion. Donc, je pense qu'il y a ces exemples-là qui sont à donner. Nous avons vu des dynamiques extrêmement intéressantes au sein des universités en termes d'innovation. Et je voudrais beaucoup insister sur cela. Nous avons vu des dynamiques des compétences et des énergies qui se sont retrouvées dans l'ensemble des campus, qui pour faire du gel, qui pour créer des robots, qui pour mobiliser des fonds. Au niveau de notre université Gaston Berger, nous avons vu que à travers la coordination des étudiants, on se sont cotisés
pour apporter leur contribution dans le force Covid, le fonds que le chef de l'État a créé. Tout de suite, Eric l'a évoqué en disant que nous avons pu mobiliser 1000 milliards, c'est le quart de notre budget. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour moi, c'est une période difficile. Le Covid a ralenti notre économie. Si vous lisez la dernière lettre, le document trimestriel de la direction des politiques des études économiques qui a été récemment publié, il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'un déficit commercial, on importe plus que l'on exporte. Il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de dépenses que de recettes. Mais la créativité de notre jeunesse, son talent et sa capacité d'innovation, c'est mis à jour, c'est mis en avant dans cette période-là extrêmement difficile, mais notre capacité d'adaptation et de reconversion, on l'a vu. Je pense que tout le monde a vu le robot que les étudiants de l'école supérieure polytechnique ont mis en place. C'est une innovation qui a été saluée. Je pense que l'initiative a été accompagnée par le système des Nations Unies. Nous avons vu au sein de l'Université Gaston Berger des étudiants se retrouver pour créer du gel hydroalcoolique et le mettre à la disposition du personnel sanitaire, du personnel de santé. Donc, je pense que des choses comme ça, ce sont des choses extrêmement importantes. L'autre exemple que je voudrais donner et qui me plaît beaucoup parce que c'est un secteur auquel je m'intéresse depuis que je travaille au CETIC sur la finance digitale. On a vu des startups dans cette finance, dans la fintech, qui se sont bien repositionnés. À un moment donné, les étudiants qui étaient dans les zones rurales ne pouvaient plus accéder à des banques comme Ecobank pour pouvoir retirer leurs bourses. Les gens étaient obligés de confier cette manne financière à des opérateurs fintech dont je tairai le nom pour ne pas faire de la publicité. Et ce sont ces gens-là qui se sont chargés de distribuer ces bourses-là aux étudiants. Et ils ont profité de cela et ont beaucoup évolué. Je pense que c'est quelque chose à saluer. Donc, mon analyse à moi, c'est que le Covid a été une période difficile, mais la reconversion a été là. Les gens ont su se repositionner, en profiter. Et à travers tous les exemples que j'ai donnés tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut suivre, retracer, parce que nous sommes dans un continent où il y a de belles dynamiques, où il y a de la créativité, où il y a de l'ambition. Si on essaie de faire ce qu'on appelait un écosystème mapping, cartographier notre écosystème entrepreneurial, il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à croire que nous sommes un écosystème dynamique. Le Sénégal est avec la Côte d'Ivoire en tête de pont en termes de dynamique entrepreneuriale, d'écosystème vibrant et conquérant. Nous avons des success stories dans l'écosystème. Gorgi a travaillé à InTouch, qui est dans la fintech, un agrégateur de moyens de paiement qui se distingue dans notre écosystème, qui s'est déployé dans d'autres pays. C'est un type d'exemple qu'on aime donner. Je pense que Natango va arriver à ce niveau-là parce que dès le début, on voit qu'il y a de l'innovation. Organiser la première foire virtuelle au Sénégal, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi une activité qui met en son cœur l'innovation. Maintenant, comment en période de crise, en période de Covid, on peut accélérer ces dynamiques-là? Je l'ai dit la semaine dernière quand je participais au débat numérique national de la jeunesse organisé par mon ami Massam Ndiaye avec sa task force. Je pense que Ousseynou Gueye également a participé dans cela. Moi, je devais intervenir sur la thématique de l'innovation. Je disais ceci, pour qu'on puisse catalyser cette dynamique d'innovation, il faut qu'on puisse créer des cadres au sein desquels les jeunes peuvent se retrouver, créer, innover, monter des projets et pouvoir les déployer. Et c'est à ce niveau-là que j'avais donné l'exemple de l'ESP. Il y a des freins qui bloquent notre capacité à déployer des choses à grande échelle. C'est notamment la connexion Internet qui n'est pas accessible partout au Sénégal.
À l'ESP, ils ont pu le faire parce que je pense qu'ils ont des laboratoires, ils ont un encadrement, ils ont accès à la connexion Internet. Il suffit juste de se déplacer un peu en dehors de Dakar pour voir que ces possibilités et ces capacités-là, ces mécanismes ne sont pas à disposition de la jeunesse qui pourtant est créative, a du talent, a du potentiel. Si nous allons du côté des universités publiques, un peu partout, on voit qu'il y a des dynamiques du genre, des incubateurs qui sont mis en place, des jeunes qui veulent très tôt s'initier à l'entrepreneuriat. Il y a le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes qui appuie, qui capacite, qui donne des formations diplômantes à des jeunes qui veulent s'orienter vers, qui veulent innover et s'orienter vers l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait, Eric a tout de suite parlé de repenser la territorialité. Il y a beaucoup de choses qui sont centralisées à Dakar. Il faudrait essayer de faire en sorte que ce soit décentralisé, qu'il y ait beaucoup plus d'incubateurs au sein des universités, au sein des mairies. Je pense qu'au niveau de la mairie de Dakar, Ousseynou pourra revenir sur ça. Il y a un incubateur, une pépinière pour des jeunes pousses pour pouvoir les appuyer. Je pense que si cela est fait avec une bonne couverture territoriale, nous aurons beaucoup plus d'innovation parce que la créativité est là. Ensuite, le second élément important dans la cartographie de l'écosystème, c'est les fonds d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, la terre s'érige aujourd'hui comme ce qu'on pourrait appeler un capital risqueur. C'est lui qui met en premier des fonds et après cela, on a d'autres investisseurs qui viennent mettre. On peut le voir avec notre ami Mamadou Sall, avec sa plateforme Baisedo. La DER a investi et c'est après que la DER a investi que récemment il y a eu un fonds, il a obtenu un autre investissement d'un autre acteur. Donc, je pense que quand l'État fait confiance à ses propres entrepreneurs, à ses propres jeunes, des acteurs privés peuvent venir de l'étranger ou des investisseurs privés mettre des montants. Je pense que et cela commence tout de suite ça commence par des cadres qui sont des incubateurs ou au sein desquels on peut acquérir les compétences nécessaires, les connaissances, ensuite créer une entreprise, la concevoir, la développer, la déployer de manière à ce qu'elle soit solide. Et à ce moment-là, on pense à un bon processus de levée de fonds à travers tous les dispositifs qui sont à disposition. Ça peut également passer par des compétitions. Je pense que Natango doit aller vers ce type d'activité-là, de l'événementiel qui regroupe des entrepreneurs qui pitchent des projets devant des investisseurs et qui peuvent lever des fonds. Je pense que c'est une piste que je donne comme ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement important à faire. On en a besoin parce qu'il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Les organisations internationales, Mastercard est là, la GIZ est là, tous les bailleurs sont là et initient des programmes en entrepreneuriat. Il faudrait faire en sorte. Je pense que si vous voulez bien réussir, il faut vous positionner comme un catalyseur, c'est-à-dire un centre, une structure qui puisse attirer les énergies, les compétences, organiser des événements qui puissent réunir. Je pense que la dynamique inclusive et participative, c'est un mécanisme, un dispositif qui permet d'avancer vite et de se bâtir une notoriété au sein de l'écosystème. Si vous réussissez à le faire, il n'y a aucune raison que je vois qui pourrait constituer une contrainte pour la réussite de cette activité-là. Donc, il faut aller vers cela et comprendre que l'engagement dans cette dynamique-là, c'est une question de prise de conscience de toutes les opportunités qui sont dans notre écosystème, de connaître l'ensemble des acteurs qui sont dans notre écosystème, qu'ils soient fonds d'investissement, qu'ils soient incubateurs, qu'ils soient États, qu'ils soient organisations publiques ou privées, et comment surfer sur cette vague-là et essayer de réunir l'ensemble des acteurs autour d'une dynamique qui soit une belle et bonne dynamique. Donc pour moi, il y aura un après-Covid et ça, il faut le prévoir déjà présent. Donc, une entreprise qui veut se reconvertir, elle ne doit pas se limiter là. Qu'est-ce qu'on fait face au Covid et beaucoup d'entreprises qui ont fait des choses dans le contexte du Covid, c'est principalement innover, essayer de digitaliser surtout, de se reconvertir sur d'autres domaines. Mais après le Covid, il faut tout de suite se poser la question pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire après. Je vois qu'on a de plus en plus de participants qui intègrent le live. Je salue l'ensemble des auditeurs et des auditrices qui nous suivent, des internautes.
Donc, je disais qu'il faut penser à la période d'après Covid et de voir tout de suite en termes de stratégie et de plan d'action, qu'est-ce qu'il y a à planifier et à faire, et de garder toujours l'innovation au cœur de ce que l'on fait, parce que c'est en innovant qu'on parvient à créer de la valeur ajoutée, qu'on parvient à créer de l'impact. Une chose importante que Eric a dit, c'est de contextualiser ce qu'on fait, de créer les entreprises qui répondent à des besoins, parce que on peut aller vers une hiérarchie des besoins dans notre contexte sénégalais ou africain. Et dans cette hiérarchie-là, il y a des choses qui sont prioritaires sur d'autres. Et créer une entreprise dans notre contexte africain, c'est de penser à ces choses qui sont prioritaires. Ce dont nous avons surtout besoin en Afrique, c'est quoi? Quels sont les domaines prioritaires? Est-ce que c'est l'agriculture, la santé, l'éducation? Quand on parle de développement au Sénégal, en Afrique, c'est quoi? Et s'attaquer à ces secteurs-là dans une dynamique inclusive et participative. Il y a plusieurs mécanismes qui sont utilisés, le design thinking, etc. Ousseynou pourra, je pense, parler de cela, de comment on peut créer, imaginer, prototyper, faire de l'idéation et faire surgir des projets qui répondent à des problématiques bien déterminées. Ça peut également passer par des dispositifs comme des hackathons qu'on peut organiser, réunir des gens. Donc, je pense que il faut carrément aller vers cela en innovant, en se positionnant sur des domaines où il y aura carrément de l'impact. Et pourquoi il y aura de l'impact? Parce que les gens en ont besoin, parce que ça répond à des besoins bien déterminés. On lance un produit sur un marché parce on l'a bien pensé, on l'a bien contextualisé. Il ne s'agit pas de répliquer des choses qu'on a vues ailleurs. Il s'agit d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs, de faire des études de marché poussées, bien renseignées, bien documentées, et sur cette base-là, proposer un service qui est de la valeur ajoutée. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut se repositionner dans cette période de crise, qui est une période de récession, mais qui est également une période de positionnement ou de repositionnement où on peut, avec une intelligence du contexte, c'est un concept extrêmement important, l'intelligence du contexte, et à partir de cela, on peut créer quelque chose qui soit utile, qui ait de l'impact et qui soit porteur de valeur ajoutée. Je pense qu'en guise préliminaire, c'est ce que j'avais à dire en vous redonnant la parole et en suivant de manière très attentive les autres interventions avant de rebondir lorsque la parole me sera redonnée. Je vous remercie.